Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette web TV de Bipolar spécialement à Quai du Polar pour la première fois au forum de la FNAC Bellecour. D'ailleurs on est en direct, on vous propose de venir nous rejoindre, on a plein de places, il fait bon, il fait plutôt chaud, on est plutôt bien tous ensemble. Donc vraiment n'hésitez pas, on va passer toute cet après-midi avec des entretiens, des interviews, des rencontres avec les lecteurs et les lectrices. On passera aussi toute la journée de demain. En gros on vit ici, on dort ici, donc si vous voulez et rencontrer l'équipe de Bipolar et rencontrer les auteurs et les autrices qui vont nous accompagner, eh bien n'hésitez pas. Et puis évidemment, si vous avez des questions, non seulement dans la salle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a Jessica qui est en train de scruter un petit peu tout ça et qui nous fera signe. Aujourd'hui, donc, nous sommes vendredi, on a une première invitée. Alors ma première invitée, elle a 6 polars à son actif, dont le prix Cognac du meilleur roman pour J'aurais aimé le tuer. Elle fait partie des Louves du Polar, on pourra en parler également, et on la reçoit aujourd'hui pour son nouveau titre Quand tu ouvriras les yeux chez HarperCollins. Pétronille Rossagna, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors on va parler donc de ce nouveau livre qui vient de sortir, on parlera aussi du Poche qui sort en simultané, mais pour ce premier roman, je pose le cadre très rapidement, on est en plein divorce, une mère qui se retrouve célibataire, sa fille adolescente qui part un petit peu en vrille. Comment est née un petit peu l'idée de ce roman ? Oui, alors en fait, c'est parti d'un témoignage. En fait, comme je ne suis pas du tout dans le milieu policier ou judiciaire, j'écoute énormément de podcasts et de faits divers, voilà, pour me donner un peu d'imaginaire. Et en fait, j'ai rencontré l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Chloé et qui se prostituait l'année de ses 15 ans. Et qui expliquait de manière assez froide comment elle était venue à la prostitution, c'était assumé, et comment ses parents avaient découvert ce fait-là, et comment ses parents, avec la police, avaient essayé de la sortir de cet engrenage. Et j'ai trouvé cette histoire passionnante, et je me suis dit, il faut absolument que tu en fasses un roman. Et donc j'ai créé la fameuse Romane, cette fameuse adolescente. Voilà. Il y a une sorte de trio entre la mère un peu perdue, l'adolescente, le père qui lui a refait sa vie. Je me posais la question en lisant le livre, est-ce que le cadre il vient d'abord ? On imagine d'abord les parents divorcés, le cadre, ou est-ce qu'il y a une histoire, l'adolescente qui se prostitue, et ensuite on imagine que les parents sont divorcés ? Comment ça se passe ? Non, je suis vraiment partie d'abord sur mon héroïne, l'adolescente, parce que pour moi c'était vraiment le personnage principal, le plus intéressant à développer. Et après, naturellement, en effet, le cadre est venu au fur et à mesure de l'écriture. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je commence un roman, je ne connais pas du tout la fin. Ouais. Donc je ne sais pas du tout où je vais. Donc je commence vraiment par un premier chapitre assez fort. Et après, je me laisse emporter par les personnages, ce qu'ils vont faire. Je me mets à la place, en fait, tantôt de Romane, tantôt de la maman, tantôt du papa. Et l'histoire se déroule. Et à 200 pages à peu près, je commence à me dire, bon, maintenant, il faut une fin. Et il serait temps que tu la trouves. Et je pars là-dessus. Ouais. Ça veut dire que la construction des personnages, elle se fait en amont ou elle se fait au fur et à mesure ? Vous découvrez Romane, vous découvrez Ouais, Marion. je découvre vraiment. En fait, moi, ce que j'aime bien justement dans le polar, c'est que j'aimerais pas du tout savoir où je vais. J'aime me laisser surprendre. Pour moi, c'est un métier passion. Et tous les matins, quand je me mets derrière mon ordinateur, je sais pas où je vais aller. Et c'est ça qui m'éclate. Et je pense que si j'avais déjà toute ma trame initiale, j'aurais même plus envie d'écrire parce que je saurais déjà où j'irais. Alors que là, tous les matins, c'est une nouvelle aventure. Ouais, vous êtes plutôt jardinière qu'architecte. Exactement. Alors, ce qu'on va dire aussi, c'est que jardinière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retravail derrière. Non, bien sûr. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et puis là, comme c'était quand même un témoignage assez fort, je voulais pas marquer n'importe quoi. Et en fait, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que cette fameuse Chloé, en fait, a écrit un livre avec son papa, qui s'appelle Papa vient me chercher. Et le père m'a écrit. Le père m'a écrit un mail, il a lu mon roman et il m'a dit, écoutez, je suis très content parce que vous avez bien retranscrit la vie de ma fille. C'était très réaliste, je me suis reconnue là-dedans. Et même si c'était difficile pour eux, et il m'a dit, merci de témoigner, merci à travers le polar de révéler ce fait de société dont les médias ne parlent pas beaucoup. Et il a dit, quels que soient les moyens pour parler de la prostitution chez les adolescentes, et merci pour ce cadeau et ça m'a fait extrêmement plaisir. Oui, parce que alors, le thème central, on en parle, c'est la prostitution adolescente. Ouais. Une prostitution qui n'est pas toujours une prostitution de moyens, pas forcément parce qu'on a besoin, un rapport aussi au corps différent. Comment vous avez abordé ce sujet-là qui est un thème fort, qui peut être aussi voyeuriste mais qui ne l'est pas du tout avec vous, qui peut être très accrocheur. Comment est-ce que vous avez travaillé ? En fait, justement, c'est ces fameuses Chloé qui venaient d'un milieu social extrêmement aisé, avec des parents très aimants, très présents. Et donc moi, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, en fait, ça casse un peu tous mes stéréotypes que j'avais là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai marqué une note au lecteur au début du roman pour bien expliquer qu'en effet, cette romane est crédible. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de lecteurs qui pourraient dire, mais aujourd'hui, les adolescents, c'est ceux qui sont perdus, qui sont drogués, qui n'ont pas de parents présents. Et bien en fait non,
En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la drogue. En fait, ça touche tous les milieux sociaux. Ça peut toucher n'importe qui. Donc, c'est un peu un message d'alerte aussi derrière pour dire aux parents, faites attention, parce qu'en fait, ça peut toucher vraiment tout le monde. Et cette Romane est intéressante parce que justement, sur le papier, elle a tout pour être heureuse. C'est une élève brillante, qui a des parents qui sont très présents. Elle n'a pas de problème d'argent. On va dire, elle a la vie devant elle. Ouais. Et du jour au lendemain, Romane, en fait, veut casser tous les codes. Elle veut casser toutes ses valeurs. Elle crache dessus, complètement. Et je pense qu'elle veut se faire un défi et qu'elle veut, elle qui était justement la petite fille un peu sage, première de la classe, pas très jolie au collège, c'est une revanche sur la vie, en fait. Elle veut en fait, je pense qu'elle veut brûler la vie par les deux bouts et se prouver des choses. Sauf qu'en fait, elle se lance dans la prostitution et ce qui peut paraître anodin ne l'est pas, en fait. Elle se détruit, en fait, quand même. Et puis il y a une question de rapport au corps. L'adolescence est un moment spécial. Ouais, complètement. Voilà. On commence par la blague qu'on fait tous. Et si je vous appelle à 5h du matin pour cacher un corps, est-ce que vous venez avec moi? Là, elle commence en appelant sa mère en disant j'ai tué quelqu'un et il va falloir m'aider. Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, le roman commence de manière assez forte par une scène où on a justement cette fameuse Romane, donc on découvre, qu'on ne connaît pas du tout, et qui arrive dans l'appartement de sa maman, en sachant que la maman, Marion, est en plein divorce, donc sous antidépresseur, elle passe ses journées en pyjama, elle est complètement paumée, elle ne sait même pas si sa fille va au collège, n'y va pas, elle ne sait même pas si sa fille sèche les cours. Et donc Romane rentre un soir, elle est couverte de sang, et elle explique à sa maman qu'elle a été agressée, qu'elle a réussi à se défendre, et qu'au final, elle a tué son agresseur. Et en fait, elle dit maman, il est hors de question que ma vie soit gâchée par cette histoire. Tu doutes bien que si j'avoue que j'ai tué cet homme, les médias vont se prendre de l'affaire. Au lycée, je ne sais pas comment on va me regarder. Ça va détruire ma vie. Donc, il faut cacher le corps. Et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enquête. Et donc, cette pauvre maman se retrouve devant sa gamine complètement perdue, en état de choc. Et elle se dit qu'est-ce que je dois faire? Et en effet, c'est la grande question qu'on se pose en tant que parent. Et moi, qu'est-ce que je ferais à la place de Marion? Et Marion prend la décision, en effet, de suivre sa fille, d'aller cacher le corps. Voilà. On ne vous demande pas de technique pour cacher un corps? Non. Il y en a plein. C'est-à-dire que vous avez un historique de recherche qui pourrait vous aller voir 3 ans de prison? Voilà, c'est un peu ça, on va se taire. Je voulais qu'on revienne peut-être sur le personnage de la mère, parce qu'on a beaucoup parlé de la fille. La mère, donc... en plein divorce, en train de refaire sa vie. En plus, son mari l'a quitté. Lui, il file le parfait amour. Donc, elle a le miroir du bonheur en face. Ouais. Comment vous l'avez construit? Qui est-elle pour vous, au moins au début du roman? En fait, c'est un peu moi, sans être moi non plus. Mais en fait, Marion, c'est une jeune femme à la base qui était brillante en marketing, ce que j'ai fait moi aussi au début. Brillante, je ne sais pas, en tout cas en marketing. Et elle a décidé à la naissance de sa fille d'arrêter de travailler pour se consacrer 100% à sa famille, en sachant que son mari aussi à l'époque est chirurgien dans une clinique, donc il n'est pas très présent. Donc elle s'est dit, pour faire un équilibre familial, je prends la décision d'arrêter de travailler pour m'occuper de ma fille. Et c'est vrai que un peu le revers de la médaille, c'est qu'elle se réveille à 40 ans, et donc elle a élevé sa fille, elle s'est occupée de la carrière de son mari, qui lui a pu évoluer. Et elle se réveille à 40 ans, le mari qui part avec une jeune femme, sa fille qui devient insolente, qui lui parle, l'enfer, pas de boulot, dans un tout petit appart, alors qu'avant elle avait une vie assez aisée dans une belle villa, donc en plus le mari a gardé la belle villa. Donc c'est vrai que la pauvre Marion, on la découvre au début, on a envie de la secouer un peu, parce qu'elle elle a un peu une vie qui redémarre à zéro, il faut tout refaire, tout recommencer. Ouais. Et il y a le père, un peu naïf, un peu absent. Mais alors lui complètement. Alors lui, Laurent, lui, il est pareil, en pleine crise de la quarantaine. Il est avec sa nouvelle petite nana qui s'appelle Emma. Voilà, il est ravi. Le boulot, ça se passe bien. Sophie, il la voit pas. Il sait pas trop ce qui se passe. Mais donc, tant qu'elle rentre le soir, on va dire tout se passe bien. Donc d'où le titre en fait. C'est vrai qu'il résume pas mal le personnage. C'est quand tu ouvriras les yeux. En fait, on a envie de dire au papa, et toi, tu vas les ouvrir quand en fait? Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Et puis il y a ces couches de mensonges, de non-dits qui s'installent. Comment vous l'avez travaillé? Parce que si vous êtes jardinière, j'imagine que les mensonges sont arrivés au fur et à mesure. Comment on se dépatouille un petit peu de tout ça à la fin? Non, mais alors en fait, c'est vrai que quand on se lance dans l'écriture, moi j'ai envie de dire le plus dur, c'est de se lancer. C'est le premier chapitre. Après, c'est une évidence. Moi, je trouve qu'après, moi, je sais, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je voulais être actrice à la base. Et c'est ça que j'aime beaucoup quand j'écris mes romans, c'est qu'en effet, je me mets à chaque fois à la place du personnage. Et je me dis, toi, demain, tu es Romane, il se passe ça, qu'est-ce que tu ferais? T'es Marion. Et en fait, ça se découle. Et en fait, on vit avec ces personnages pendant 6 mois. Donc, en fait, ils nous habitent. Et pour moi, en fait, après, l'écriture est assez simple.
Ça va. Ouais, c'est une évidence. Donc je me laisse porter, je me fais confiance. Voilà, ça fait quand même plus de 6 romans aujourd'hui. Donc je me connais. Donc même s'il y a des moments un peu de page blanche, c'est pas grave. Je repose un petit peu et je retourne. Mais il n'y a jamais de problème. Ouais. Il y a un personnage qui revient. C'est votre oui, avocate. Oui, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. Voilà, on n'en a pas encore parlé. Pauline, Pauline, je vais vous laisser la présenter, mais le fait qu'elle revienne, c'est pas anodin. Est-ce que ça veut dire que c'est un personnage qui vous a habité après les romans où elle apparaissait? Alors c'est vrai que quand j'ai créé Pauline, maintenant ça fait 3 romans avec elle, on la découvre dans Un jour tu paieras. Et Pauline, je me suis éclatée avec elle parce que c'était l'antithèse de toutes les femmes que j'avais écrites auparavant dans mes romans. Et Pauline était très jouissive pour moi parce que c'est un peu une anti-héroïne. Pauline, elle a la trentaine, pas de mari, pas d'enfant, elle n'en veut surtout pas. Elle ne vit que pour son travail, donc avocate pénaliste, craint en cour d'assises parce qu'elle ne défend que des monstres qui sont attaqués pour des viols, de l'inceste. Et le pire, c'est qu'elle gagne ses procès. Donc c'est une vraie requin. Et quel bonheur en fait de se mettre à sa place. Et puis elle-même, elle a un passé très trouble. Elle n'est pas si blanche, hein. C'est pas une oie blanche, cette Pauline. Elle-même a un passé très compliqué. Et elle s'est un petit peu arrangée avec la loi et la justice à sa manière. Et en fait, quand j'ai terminé le premier roman avec elle, il y avait encore des choses à raconter. Et en fait, voilà, les lecteurs l'ont beaucoup apprécié, me l'ont réclamé. Donc après, elle apparaît dans le deuxième roman, Je pensais t'épargner. Et là, en fait, pourquoi elle est revenue en celui-là? C'est que, je pense que je n'avais pas fini encore mon histoire avec elle. Il y avait encore plein de choses à raconter sur elle. Et je trouvais que, vu qu'elle-même avait un passé trouble et qu'elle n'était pas si lisse, en fait, elle pouvait bien s'entendre avec Romane. Elle pouvait bien la comprendre. Parce qu'elle-même avait beaucoup de choses à se reprocher en sa jeunesse. Donc, c'était l'avocate qui pouvait en effet parler avec cet ado. Elle sait comment cacher un corps. Voilà, exactement. Elle sait faire. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, peut-être, elle pourrait être l'héroïne principale d'un de vos romans? Elle l'était déjà un petit peu. Alors là, c'est vrai que c'est pas l'héroïne principale dans celui-là, mais je sais pas encore si j'ai des choses à raconter avec elle. Ce que je fais souvent, c'est que je la laisse vivre. J'attends de voir un peu comment les gens réagissent, et s'ils me la réclament, elle reviendra. Je pense. D'accord. Voilà, maintenant on sait. Voilà, je me laisse encore le choix. Une question qu'on pose souvent aux auteurs et aux autrices de polar, sont les scènes plus ou moins horribles à écrire. Est-ce que c'est jouissif d'écrire un peu de violence ou des choses un petit peu difficiles? Ou c'est dur? Non, c'est dur. Moi, je me souviens de scènes qui étaient indispensables. Moi, j'aime pas la violence pour la violence dans mes romans. Donc, on va pas dire que mes romans sont extrêmement violents. C'est pas ce qui me caractérise. Et quand j'écris des scènes violentes, c'est parce qu'en fait, elles donnent corps vraiment au personnage et à l'histoire. Donc, elles sont intéressantes, un peu obligatoires. Ça m'arrive de pleurer quand j'écris. Parce que je trouve ça dur, je me mets à la place des gens. Et non, c'est pas simple d'écrire ça. Et je sais qu'une fois, j'avais écrit une scène extrêmement violente et on m'a demandé de la couper. Parce qu'on m'a dit, tu vas trop loin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, il y a le premier jet qui sort. C'est pas toujours facile d'écrire. Et c'est vrai que tantôt, je me mets à pleurer. Mon mari dit, mais ça va? Je dis, ouais, c'est bon, nickel, t'inquiète. Je suis en plein dedans, tout va bien. Je suis en train de tuer quelqu'un, mais ça va, t'inquiète. Je suis en train de me défouler les nerfs. Et après, ça va beaucoup mieux quand les enfants rentrent de l'école. ouais, il faut. Je suis détendue. Ouais, ça joue sur son humeur aussi. Bien sûr, c'est un défouloir pour moi, l'écriture. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, il y en a qui ont besoin d'aller faire de la boxe, qui vont courir. Moi, j'écris. Ok. Ouais, moi j'écris. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'histoires qui naissent de temps en temps, qui apparaissent, qui repartent dans votre esprit. Exactement, c'est tout à fait ça. Un petit mot sur J'aurais aimé te tuer. Ah bah oui, le Poche, le Poche arrive en même temps. Il y a eu le prix Cognac, donc il a eu plutôt une très belle vie, ce livre-là. Ouais. Alors on imagine que il a déjà de longs mois derrière vous. Vous avez écrit celui-là entre-temps. Comment est-ce que vous le voyez? Quel regard vous portez sur lui? Alors, ce qui m'amuse, c'est que J'aurais aimé te tuer, c'est un one-shot. Donc, il n'y a pas mes personnages récurrents d'Alexandre et de Pauline. Et pour moi, c'était un défi parce que c'est la première fois que je mettais vraiment un héros masculin. Et donc, donc j'avais un peu peur de ça. Et je m'amuse en disant, c'est celui-là qui a eu le prix. Alors, est-ce que c'est un message subliminal en disant, Petroni, reste sur le mal, ça te va mieux? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment un petit peu un bébé à part. Je suis très contente d'avoir ce prix. Je ne m'y attendais vraiment pas. Parce qu'en face, la concurrence était quand même rude et très belle. Et c'était un immense cadeau. C'était un immense cadeau parce que c'est vrai que quand on est écrivain, on a toujours des périodes de doute. Il y a des moments où on se dit, est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'ai vraiment un public derrière moi qui m'attend? Et en fait, quand on reçoit ce genre de prix, on sait pourquoi on écrit, pourquoi on se lève le matin et ça donne envie de continuer. Est-ce que ça met la pression un petit peu pour la suite? Alors, j'avoue que j'étais très contente que Quand ouvrir les yeux soit déjà terminé à ce moment-là et soit déjà dans les mains de mon éditrice. Après, là, j'avoue que celui-là que je suis en train d'écrire, je me mets bien la pression.
Ouais. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Bah, c'est un petit peu normal parce que les gens nous attendent, ils commencent à nous connaître. Bah voilà, et puis ils me réclament aussi les personnages parce que le personnage masculin de J'aurais aimé te tuer a plu. Donc on me dit, bah, le commandant Damien de Guire, quand est-ce qu'il revient? Je dis, bah, il n'est pas prévu non plus au programme. Donc voilà, mais bon, après, il faut aussi se faire confiance. Et bon, je me connais, je sais que je vais y arriver. Ça veut dire quand même que les lecteurs et les lectrices, vous êtes à leur écoute? Toujours, toujours, parce que pour moi, c'est très important. Et c'est vrai que, ce qui est vrai aussi, j'écoute aussi les critiques, positives ou négatives. Et même les critiques négatives m'ont beaucoup, beaucoup aidé à progresser. Donc, je le prends plutôt comme un cadeau. Après, bon, bien sûr, il y a une manière d'amener les choses, on est bien d'accord. Oui, lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une critique constructive, bah, c'est très intéressant. Parce que je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. Le chef-d'œuvre n'existe pas, quoi. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, non, je suis vraiment à l'écoute de ça. Donc, moi, quand on me dit, bah là, cette fin est trop facile, bon, ok, j'entends. Bon, la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc un twist un peu plus compliqué à trouver. Et non, pour moi, c'est un échange. C'est génial, quoi. Pour moi, c'est normal, c'est le métier, c'est comme ça que ça marche, Ouais, quoi. donc, pas de peur que le livre Non, arrive dans les mains non, des, pas des du lecteurs tout. qui s'en emparent? Non, puis je me dis qu'à partir du moment où on est un peu artiste, que ce soit la musique, un livre, la peinture, on est soumis en fait à la critique et tout le monde ne peut pas vous aimer, ce qui est normal. Comme nous, on n'aime pas tout, voilà tout. Donc moi, j'estime, voilà, je comprends tout à fait qu'on puisse aussi ne pas aimer mes livres. Après, heureusement, on aime plus mes livres qu'on n'aime pas. J'ai plus de critiques positives, mais c'est le jeu, c'est comme ça que ça marche. Après, je pense que si on est trop sensible à la critique, c'est dur de faire ce métier aussi, quoi. Ouais, il faut se Ouais, blinder voilà. peut-être un Il petit faut être peu. prêt, il faut se blinder, c'est un peu une carapace. Ouais, avoir un petit peu de recul. Voilà, prendre du recul. Un petit mot sur les Louves du Polar, Oui. mouvement qui a commencé. Ouais. Vous êtes dedans. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi? J'imagine les raisons sont sans doute un peu évidentes, mais votre regard sur ce collectif d'autrices qui s'est monté il y a quelques mois maintenant. Ouais. Non, mais c'est une belle aventure parce qu'en effet, et je l'entends encore, hein, moi, dans les salons, on me dit: ah, mais vous êtes une femme, vous écrivez du noir, ah, mais vous n'êtes pas très nombreuses. Bah si, en fait, on est très très nombreuses et rien que dans le collectif, on est plus d'une trentaine de femmes françaises à écrire et il y a un panel très riche, on est très différents dans nos styles. Et c'est vrai qu'on avait un peu on voyait un peu auprès des libraires qu'en fait, on n'était pas spécialement mis en avant. Après, il y a deux façons de se comporter. C'est soit on râle et on fait que râler, mais c'est pas très drôle, je vois pas l'intérêt. Et en fait, on s'est dit, bah, mieux de râler, bah, soyons acteurs, quoi, actrices en fait, de la suite, de notre futur. Et donc, bah, créons un collectif. À plusieurs, on sera plus forte. Et puis, bah, faisons parler de nous, parce qu'en fait, on est nombreuses, il y a du choix. Et bah, voilà, donc d'où la naissance de ce collectif. Ouais, vous avez été surprise de l'écho parce que il y a Cultura qui a joué le jeu, il y a plein de libraires qui ont joué le jeu, il y a pas mal de médias qui en ont parlé. Ouais, c'est génial. Bah, nous, on est très contents, hein. On ne pensait pas avoir autant de retours positifs. Après, je pense qu'il y a eu, dans un premier temps, peut-être des peurs, des craintes, de se dire, ah, c'est un groupe féministe. Non, et pas du tout, parce qu'on a plein d'amis hommes qui nous suivent, qui nous conseillent. Et c'est ouvert à tout le monde. Et nous-mêmes, on parle aussi de nos amis auteurs hommes. Donc non, c'est pas l'objectif, c'est pas du tout un groupe féministe, vraiment pas. Il faut sortir un peu de ce schéma peut-être un peu classique. C'est pas du tout l'idée. On a une question sur Internet, D'accord. Jess. Alors oui, nous avons une lectrice, je pense que vous avez déjà évoqué un peu dans votre réponse, qui vous demande quelle est votre source d'inspiration. Oui, alors je disais en effet, comme je ne suis pas policière ni avocate, après, bon, les premiers romans, on va dire que c'était assez simple, parce que des idées, j'en avais plein, mais au bout d'un moment, il faut quand même se renouveler, pas dire toujours la même chose. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute en effet beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de faits divers. Après, c'est pas spécialement l'histoire en tant que telle, ça peut être une bribe, une petite information, une manière dont les enquêteurs ont trouvé le coupable. Et en fait, c'est une idée, ça part d'une idée forte. Et après, je démarre et après, l'imaginaire fait le reste. Après, c'est vrai que sans le vouloir, j'ai remarqué que dans mes 2 derniers romans, j'aborde des faits de société forts. Et alors, est-ce que ça va être une marque de fabrique? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est ça aussi qui me booste. C'est de me dire, voilà, parler d'un fait dont on ne parle pas spécialement beaucoup dans les médias et aborder ce thème pour un petit peu aussi changer un peu du polar classique qu'on lit. Et est-ce que ça viendra peut-être une marque de fabrique? Qui sait? Peut-être. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et lectrices retiennent de votre roman à la dernière page tournée? L'intrigue, le suspense, du dernier. Quand tu je pense, non, ce que j'aimerais quand tu ouvriras les yeux, vu le thème que j'aborde, c'est qu'ils se posent des questions. C'est qu'ils referment le bouquin en disant, ok, donc ça existe, ok, ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être en parler aussi avec ses ados, savoir un petit peu comment ça se passe aussi. Peut-être créer un débat dans la famille. Je pense que ça peut être
oui, ce sera un bon retour. Je serai contente. Ouais, donc l'idée de laisser un message. Voilà, laisser un message, ouais, voilà, avec les gens s'interpellent en disant ah mais en fait ça existe, ça peut arriver à n'importe qui, donc voilà, ouvrons les yeux, voilà, tout simplement. C'est le temps des questions. Hein. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous signaler. Moi, je voudrais parler du prochain. De quoi est-ce qu'il va parler? Oula, secret. Non, secret, Joker. vraiment. Non, il n'est pas encore complètement abouti, mais je change, ce sera un one shot, donc pas spécialement de personnage féminin fort, donc pas d'Alexandre, pas de Pauline et pas de Damien de Guerre non plus. Ce sera une relation entre une petite fille et son grand-père, qui sera un ancien flic et qui en fait travaille depuis des années sur un cold case. Et qui en fait, c'est un peu ésotérique, mais en fait, j'ai lu beaucoup en effet d'histoires dessus sur la réincarnation. Et en fait, c'est cette fille qui a disparu il y a 20 ans qui en fait s'est réincarnée dans sa petite fille. Et via sa petite fille, en fait, il va réussir à trouver l'enquête. Oui, donc ça paraît un peu nébuleux comme ça, mais ça va être pas mal. Est-ce que vous avez déjà la fin? Est-ce que vous êtes à 200 pages? Alors ouais, je suis à plus de 250 pages, ouais, donc je suis à la fin, ouais. Et la fin va être un peu dure, mais du polar quand même. Ah, c'est une promesse. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à notre autrice? Une fois, deux fois, trois fois? En même temps, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Moi, c'était concentré, mais... Ils sont concentrés, merci. Bon, eh ben, on va en rester là. Quand tu ouvriras les yeux, donc, est sorti chez HarperCollins. Tout à fait. Voilà, il y a un moment dédicace. Et puis, si vous nous regardez, sachez qu'il y a des dédicaces à la Fnac Forum, qu'on est en direct. Donc, vous pouvez venir, vous n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, on sera là aussi. Et puis, on va se retrouver tout au long de l'après-midi. Puis, gros programme, j'imagine, à Quai du Polar. Ah bah oui, la Palais de la Bourse, tout cet après-midi, tout demain et tout dimanche. Donc, n'hésitez pas. Et plein de conférences. Et plein de conférences. Ben voilà. On court partout. Super. Merci beaucoup. C'est moi, merci Jérôme, c'est très gentil. Merci à tout le monde, à tous et à toutes de nous avoir suivis. La Web TV de Bipolar continue à la Fnac Forum, vous l'avez compris, à l'occasion de Quai du Polar. Merci à tout le monde et à très vite. Merci.